Je me souviens encore de ce mercredi matin d'un début octobre comme si c'était hier. Le soleil se déversait à travers la fenêtre de notre cuisine dans notre modeste maison à Lyon, illuminant les particules de poussière qui valsaient dans l'air et créant une atmosphère presque magique. L'horloge murale indiquait 10h30, et le son lointain d'enfants jouant dans le parc voisin ajoutait une note de vie à ce qui semblait être une journée d'automne ordinaire. Jacques, mon mari depuis 8 ans, entra dans la cuisine avec une démarche inhabituellement légère. Ses yeux bleus pétillaient d'excitation, me rappelant la première fois où nous nous étions rencontrés dans ce petit café à Toulouse. Il tenait un verre rempli de ce qu'il appelait fièrement son « jus spécial ». Le liquide, d'un aspect trouble oscillant entre le violet et le brun, renfermait de minuscules particules flottant comme des étoiles en suspension dans une étrange galaxie. « Et Sophie, ma chérie, dit-il d'un accent lyonnais chaleureux, j'ai préparé cela rien que pour toi. » Il déposa le verre devant moi avec l'élégance d'un sommelier servant dans un grand restaurant. Son sourire bienveillant et son ton enjoué faisaient de ce geste une véritable démonstration d'affection, mais quelque chose en moi pressentait qu'il y avait bien plus derrière ce présent. Un nœud familier se forma dans mon estomac, le même qui m'étreignait depuis quelque temps chaque fois que Jacques semblait vouloir trop me satisfaire. Émilie, ma belle-sœur, était assise en face de moi, remuant distraitement son thé du matin. Elle logeait chez nous depuis une semaine, soi-disant pour aider aux rénovations de la maison, mais j'en savais davantage. Depuis le décès de la mère de Jacques le printemps dernier, Émilie s'était autoproclamée gardienne officieuse des traditions et des bonnes manières familiales. Ses yeux perçants ne laissaient rien échapper, et sa désapprobation à peine voilée de mes méthodes modernes transformait chaque échange en un véritable parcours du combattant. J'acceptais la boisson d'un poli « merci », mon amour, bien qu'un frisson inexplicable me parcourût l'échine. La cuisine me parut soudainement plus exiguë, comme si la présence d'Émilie, malgré sa petite taille, accaparait tout l'espace disponible. Elle m'observait de ce regard calculateur, un regard qui me rappelait tant celui de sa mère, comme si elle attendait la moindre erreur pour pouvoir en débattre ensuite lors des réunions familiales dominicales. Le parfum qui s'échappait du verre était immédiatement perceptible et impossible à ignorer. Sous ce qui semblait être une douce effluve se cachait une odeur nauséabonde, en décalage complet avec l'idée d'une surprise affectueuse. Cela me rappelait le jour où la mère de Jacques m'avait contrainte à goûter sa recette familiale traditionnelle, lors de notre mariage, un plat qui m'avait rendu malade pendant 3 jours. Émilie n'avait jamais manqué de me rappeler cet incident, l'utilisant comme preuve de ma constitution fragile, et de mon inaptitude à rejoindre leur famille vigoureuse. En examinant le verre, 1000 interrogations envahissaient mon esprit quant à son origine et son objectif. La pièce semblait chargée d'une énergie difficile à cerner, un mélange d'anticipation et de pressentiment. Par la fenêtre, j'apercevais Madame Martin, la voisine d'à accent grave côté, étendant son linge avec des gestes lents et mesurés, à l'image du temps qui semblait s'écouler mollement dans notre cuisine. Le soleil du matin faisait scintiller les carillons que Jacques avait accrochés l'été dernier, projetant de petits reflets arc-en-ciel sur le mur, en contraste frappant avec le pressentiment lourd qui s'emparait de mon cœur. Je jetai un coup d'œil à Jacques, désormais occupé à laver quelques assiettes, le dos tourné mais les épaules tendues par l'attente. Le bruit de l'eau courante emplit le silence, sans toutefois pouvoir effacer le poids des non-dits suspendus dans l'air. La présence d'Émilie m'avait toujours mise mal à l'aise, mais aujourd'hui c'était différent. Plus important. Comme si nous étions tous les acteurs d'une pièce dont personne ne connaissait vraiment son rôle, mais où la tragédie se lisait d'avance. L'horloge grand-père du couloir, un autre héritage familial que j'avais dû accepter, égrenait bruyamment les secondes de cet instant de plus en plus inconfortable. Je bougeais sur ma chaise en bois, dont le grincement familier accentuait la tension ambiante. Même dans ce simple geste d'accepter une boisson, je savais que ce n'était pas qu'un étrange jus, c'était l'expression de dynamique familiale cachée prête à éclater. Notre chat Poivre choisit ce moment pour se faufiler dans la cuisine, comme s'il pressentait l'atmosphère inhabituelle. Il se frotta à mes jambes avant de s'installer près des pieds d'Émilie, une autre petite trahison dans le vaste schéma des choses. Émilie se pencha pour le caresser, me lançant un regard qui semblait dire « Tu vois ? Même le chat sait à qui appartient vraiment cette famille. » La lumière du matin continuait de se répandre à travers la fenêtre, accentuant la vapeur s'élevant du thé d'Émilie et les tourbillons mystérieux dans mon jus spécial. Dehors, la vie suivait son cours habituel, le facteur effectuant sa tournée, des voitures glissant dans la rue,
les cloches d'une église lointaine marquant le quart d'heure. Mais dans notre cuisine, le temps semblait avoir créé sa propre bulle, où chaque geste, chaque regard et chaque silence portaient le poids d'années d'histoire familiale et d'émotions refoulées. Plus tôt ce matin-là, pendant qu'Émilie se préparait encore à l'étage, j'avais observé Jacques d'un œil endormi, le voyant se mouvoir dans la cuisine avec une discrétion inhabituelle. Il était à peine 7 heures, et l'obscurité d'octobre s'accrochait encore aux fenêtres tel un voile ténu. Les réverbères projetaient de longues ombres sur nos plans de travail, donnant à ces mouvements une dimension presque théâtrale. Je m'étais levé de bonne heure, incapable de dormir à cause d'une conversation téléphonique bruyante qu'Émilie menait dans la chambre d'amis, probablement avec tante Martine, discutant de mes prétendues faiblesses de femme. Les marches en bois grinçaient sous mes pas et je m'étais arrêtée à mi-chemin, ne voulant pas perturber ce que Jacques entreprenait. Quelque chose me disait de rester silencieuse, d'observer. De ma position sur l'escalier, je pouvais le voir distinctement à travers la porte entr'ouverte de la cuisine. Le plan de travail était encombré d'ingrédients venus des 4 coins des marchés lyonnais. Je reconnus le vif fruit du dragon du supermarché asiatique, Dragon d'Asie, où Jacques ne se risquait guère, et à côté, des herbes sans doute issues de la nouvelle épicerie. Fine sur la rue de la République, celle qu'Émilie avait qualifiée de « camelote prétentieuse » la veille. Il y avait aussi des produits que je n'arrivais pas à identifier, des racines sombres et tortueuses semblant tout droit sorties du placard d'une sorcière, et des bailles aux formes inconnues. Jacques se déplaçait parmi ces ingrédients avec une intensité que je n'avais pas vue depuis qu'il avait tenté de reproduire le fameux pudding de Noël de sa mère en décembre dernier, une tentative qui s'était soldée par la suggestion diplomatique d'Émilie de « laisser les traditions aux plus expérimentés ». Sa manière habituellement désinvolte de cuisiner avait cédé la place à un geste presque rituel. Il consultait sans cesse son téléphone, son visage éclairé par la lueur bleutée de l'écran tandis qu'il vérifiait ce que je supposais être une recette. Les sons familiers du quartier reprenaient peu à peu leur droit autour de nous. Monsieur Richard démarrait sa camionnette de livraison de l'autre côté de la rue, le bruit d'un train matinal passant sur les voies voisines, et les premiers oiseaux entamant leur chant. Pourtant, Jacques semblait évoluer dans un monde à part, mesurant et mélangeant avec une précision qui contrastait radicalement avec sa nature habituellement décontractée. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui avait poussé Jacques à concocter une mixture aussi peu orthodoxe. Était-ce un simple caprice, né de trop de visionnage de « Le meilleur pâtissier » Ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu ? La manière dont il manipulait chaque ingrédient me rappelait la façon dont il avait abordé nos vœux de mariage, un savant mélange de détermination et d'angoisse à peine dissimulée. Il sortit notre mixeur, un cadeau de mariage de sa famille, que l'on nous rappelait souvent que le nec plus ultra, et qui, selon Émilie, méritait mieux d'être traité, et commença à réunir les ingrédients choisis. Le bourdonnement de la machine brisa le silence du matin, me faisant sursauter légèrement. Par la fenêtre, j'aperçus les rideaux de Madame Martin frémir, sans doute intriguée par ce vacarme matinal. La cuisine elle-même semblait transformée par ces gestes. Cet espace familier, où nous avions partagé d'innombrables tasses de thé et des rôtis du dimanche, était désormais empreint d'un mystère qui me mettait mal à l'aise. Les ombres projetées par ces mouvements paraissaient danser autour des ustensiles et des ingrédients, conférant à cette simple routine matinale une dimension quasi cérémoniale. Notre collection de tasses dépareillées d'anciennes reliques achetées autrefois chez Monoprix ressemblait à de silencieux témoins de cette étrange représentation. Je le regardais ajouter chaque composant avec une précision minutieuse, une poignée de ces baies énigmatiques, 3 mesures exactes d'un liquide ambré, une pincée de ce qui ressemblait à des fleurs séchées. La lumière du matin se faisait plus vive, s'insinuant sur le sol en linoléum et soulignant la couleur insolite de sa création. Cela me rappelait l'étang des jardins de la Tête d'Or, où nous nous promenions le week-end, avant que le séjour prolongé d'Émilie ne remplisse nos journées de contraintes familiales. Le parfum qui commença à envahir la cuisine était inédit. Doux, certes, mais relevé d'une pointe d'acidité qui faisait grimacer mon nez. Il évoquait vaguement les remèdes à base de plantes que sa mère prétendait capables de soigner le moindre rhume ou même un cœur brisé. Jacques en avait toujours ri, ces concoctions farfelues, mais voilà qu'il en préparait une qui semblait appartenir au même registre. Je me sentais à la fois fascinée et mal à l'aise devant toute cette mise en scène, partagée entre la curiosité et une inexplicable sensation de malheur imminent. La lumière du jour gagnait en intensité, rendant la cuisine plus accueillante, mais les gestes de Jacques restaient étrangement déterminés.
Il vérifiait la consistance à plusieurs reprises, ajoutant poudre et liquide mystérieux jusqu'à paraître satisfait du résultat. Lorsqu'il versa enfin le mélange dans 3 verres, je remarquai ses mains trembler légèrement. Le liquide captait la lumière en révélant des tourbillons de couleurs semblant évoluer d'eux-mêmes. Il déposa les verres sur notre plateau en bois usé, un autre héritage familial qu'Émilie avait sauvé d'un remplacement imminent, et se mit à nettoyer avec une minutie inhabituelle, comme s'il voulait effacer toute trace de son activité énigmatique. Je remontai silencieusement l'escalier une fois qu'il eut terminé, l'esprit embrouillé par 1000 questions. En 8 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu aussi absorbé par la création de quelque chose, pas même lorsqu'il avait tenté de séduire sa famille. Le soleil était désormais haut dans le ciel, baignant le couloir d'une lumière chaude, mais un frisson glacé m'envahissait, sans rapport avec la fraîcheur d'un matin d'automne. De retour dans notre chambre, j'entendis la voix d'Émilie résonner à travers les murs, toujours engagée dans ce qui semblait être une interminable conversation téléphonique. Ses mots étaient étouffés, mais le ton trahissait l'autorité qu'elle avait héritée de sa mère. Assise sur notre lit, je caressais la courte pointe patchwork que la grand-mère de Jacques avait confectionnée, essayant de donner un sens à ce que j'avais vu. Quoi qu'il en soit, je savais que quelque chose se tramait derrière ce jus étrange, révélant des dynamiques familiales dissimulées prêtes à éclater. Après avoir exprimé ma gratitude polie à Jacques, je restais là, pensive devant cette boisson singulière. La cuisine s'était tue, mis à part le doux tic-tac de l'horloge et le grondement lointain d'un camion poubelle arpentant notre rue. Le regard d'Émilie ne m'avait pas quitté depuis la présentation de sa création, et je sentais le poids de ses attentes s'abattre sur moi comme une force tangible. Je préparais cet instant ou quelque chose d'en rapprochant depuis des semaines. Chaque petite remarque, chaque commentaire dénigrant, chaque jeu de pouvoir subtil s'était accumulé tel un dépôt de sédiments, posant les bases de ce que j'allais faire. La lumière matinale caressait les liquides étranges dans nos verres, le sien et le mien les faisant resplendir comme des phares jumeaux sur notre vieille table de cuisine. Avec des gestes répétés des innombrables fois dans mes pensées, j'attendis que Jacques se détourne. Il s'amusait désormais avec la bouilloire, sans doute en train de préparer son café habituel, et, en un mouvement fluide et discret, j'échangeai mon verre avec celui d'Émilie. Les verres ne firent aucun bruit lors de leur échange. Ils étaient identiques, issus d'un ensemble que la mère de Jacques nous avait offert pour notre premier Noël. En tant que couple. Des héritages familiaux, disait-elle, bien qu'Émilie m'ait ensuite révélé qu'ils avaient été achetés chez Monoprix lors d'une vente. L'ironie d'utiliser ces verres pour cet instant ne m'échappa pas. Par la fenêtre, j'aperçus les enfants Anderson du numéro 23 se dirigeant vers l'école, leurs cartables rebondissant au rythme de leur marche. Leur normalité contrastait avec la scène de notre cuisine, séparée par bien plus qu'une simple vitre. Ici, l'air était saturé de tensions tacites et d'années de ressentiments accumulés. Je gardais mon calme, fort de mes années à dissimuler mes véritables sentiments derrière un sourire aimable. La clé, m'avait appris le temps des réunions familiales, était de garder les mains occupées. Je pris donc un biscuit dans la boîte, le cassai en 2 et en mordillai un morceau. Ce biscuit au chocolat, bien que sec, me donnait une distraction face au martèlement de mon cœur. Émilie, quant à elle, tapait sur son téléphone probablement pour envoyer un nouveau message à tante Martine au sujet de mes dernières supposées faiblesses, tandis que Jacques fredonnait sans mélodie près de l'évier, une habitude qui agaçait habituellement Émilie mais qui, aujourd'hui, passait inaperçue. Les sons familiers du quartier s'infiltraient par la fenêtre entr'ouverte, Madame Martin appelait son chat, la porte de la camionnette du facteur se refermait, et la cloche de l'école sonnait au loin. Malgré la tension qui avait accompagné cet échange discret, un tourbillon d'émotions grondait en moi. Mes mains tremblaient légèrement en reposant le reste du biscuit. Est-ce vraiment la bonne décision ? La question résonnait dans mon esprit, se mêlant aux souvenirs d'innombrables petites humiliations, les remarques d'Émilie sur mes origines modestes lors du repas de Noël de l'année passée, ses corrections subtiles de mon accent, ses rappels incessants de la manière correcte de faire les choses dans leur famille. Le poids de mon acte s'installa sur moi tel un lourd fardeau. Ce n'était plus seulement l'échange de verres, c'était un défi lancé à une hiérarchie tacite qui m'avait toujours relégué au rang d'exclu depuis mon mariage avec Jacques. Par ce geste simple, j'avais bouleversé l'ordre établi. Je regardais Émilie du coin de l'œil alors qu'elle finissait son message et prenait finalement son verre qui était maintenant le mien. Ses ongles parfaitement manucurés, réalisés dans ce salon de beauté huppé du centre-ville dont elle ne se lassait jamais de parler,
tinte contre le cristal, produisant un son qui résonna dans la cuisine, amplifié par ma sensibilité exacerbée. Jacques s'était installé à table, sa tasse de café libérant des volutes dans l'air du matin. Il avait l'air satisfait, inconscient de ce qui s'était passé pendant ces quelques secondes où il avait détourné le dos. Son visage affichait cette excitation juvénile dont je m'étais éprise jadis, avant de mesurer la complexité de la famille dans laquelle je m'étais mariée. Par la fenêtre de la cuisine, j'apercevais de sombres nuages se rassembler, annonçant la pluie dont Lyon est réputé. Ce spectacle paraissait, d'une certaine manière, tout à fait approprié, la nature reflétant la tension grandissante dans notre modeste cuisine. Les carillons que Jacques avait accrochés l'été dernier teintaient d'un air sinistre, leur mélodie habituelle semblant désormais être un avertissement. Le regret, la peur et une audace nouvelle se livraient une bataille intérieure. L'ampleur de mon petit acte de défi commençait à s'imposer à moi. Ce n'était plus seulement une question de jus étrange, mais bien le symbole d'années de lutte, de pouvoir et de conflits silencieux. Je réfléchissais aux conséquences à venir, la réaction d'Émilie, la prise de conscience de Jacques. Les questions se multipliaient comme les nuages sombres à l'extérieur, annonçant leur propre tempête. Je repensais à ma famille, si différente, restée à Toulouse, avec leurs repas dominicaux simples et leur manière directe de vivre. Combien ils différaient de ce réseau complexe de traditions et d'attentes dans lequel je m'étais engagée. Ma mère aurait été horrifiée par ce que j'avais fait, elle m'avait toujours conseillé de maintenir la paix, et de faire preuve de grandeur d'âme. Mais après 8 ans à tenter de concilier les deux, quelque chose avait fini par se briser. L'horloge grand-père du couloir sonna alors la demi-heure, ses profondes tonalités semblant compter les secondes qui nous rapprochaient de l'inévitable. L'atmosphère était saturée de questions muettes et de conséquences incertaines. Même Poivre, habituellement si bavard, choisit de s'éclipser de la cuisine, renonçant à quémander ses friandises du matin. Je pris une petite gorgée d'eau de mon verre, pas du jus spécial, et ressentis le liquide frais apaiser ma gorge sèche. Ce geste simple parvint à calmer mes nerfs, tandis que mon esprit s'emballait, envisageant tous les scénarios possibles. Que se passerait-il ensuite? Comment Émilie réagirait-elle? Jacques s'en apercevrait-il? Les questions se superposaient comme les gouttes de pluie sur la vitre, promettant leur propre déluge. Les 15 minutes s'étirèrent avec une lenteur insupportable. L'horloge de la cuisine égrenait inlassablement chaque seconde, et malgré une routine matinale qui paraissait normale, tout semblait décalé. Dehors, la pluie tant promise commençait à tomber, dessinant de délicats motifs sur la vitre, renforçant plutôt que d'atténuer la tension ambiante. Émilie continuait de taper sur son téléphone, probablement pour partager les événements dans le groupe WhatsApp familial auquel je n'avais jamais été conviée. Jacques avait emménagé dans le salon, prétextant vouloir regarder les informations du matin, mais je pouvais l'entendre arpenter la pièce, une habitude qu'il tenait de son père, survenant dès qu'il était anxieux. Lorsque, enfin, Émilie porta le verre à ses lèvres, je retins mon souffle. Elle en but une gorgée délicate, arborant toujours cette sophistication dont elle ne cessait de me faire reprocher mon manque. D'abord, il y eut une subtile ouverture de ses yeux, un léger frémissement au coin de sa bouche. Puis, son visage se transforma en une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de choc, de dégoût et, peut-être, de reconnaissance. Le silence se fit soudainement oppressant. Même la pluie sembla suspendre son rythme régulier contre la vitre. Émilie reposa son verre avec une lenteur calculée, le cristal tintant contre la table en bois et résonnant dans toute la maison. Sa contenance soigneusement maîtrisée se fissura, ne serait-ce qu'un instant, avant qu'elle ne reprenne contenance. Jacques. Sa voix portait ce ton particulier qu'elle réservait aux confrontations familiales, le même ton qu'elle avait utilisé lors du désastre de l'après-Noël, quand le cousin Pierre avait annoncé son départ pour l'Australie avec sa nouvelle compagne. Jacques, pourrais-tu venir ici un instant? Jacques apparut presque aussitôt dans l'encadrement de la porte, le visage partagé entre l'anticipation et l'inquiétude. Il devait se tenir en retrait, attendant notre réaction à sa création. La lumière du matin mettait en exergue les traits de son visage, soulignant chaque ride d'inquiétude et lui conférant un air plus âgé qu'il n'en avait réellement, malgré ses 34 ans. « Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce breuvage ?» demanda Émilie, sa question suspendue dans l'air comme les nuages lourds dehors. Ses doigts tapotaient la table, un tic nerveux que je remarquais, hérité de leur mère, bien que je n'osasse jamais le lui signaler. « Eh bien,
Commença Jacques, son accent lyonnais se resserrant à mesure qu'il se sentait mal à l'aise. C'est une recette spéciale que j'ai trouvée. Je me suis dit que ça pourrait être original pour le petit déjeuner. Il changeait de pied d'un air hésitant, me rappelant notre neveu Tommy lorsqu'il s'était fait surprendre en train de gribouiller sur les murs du salon. L'atmosphère dans la cuisine avait brusquement changé. Ce moment jadis léger, lorsqu'il nous présentait sa création, s'était transformé en quelque chose de tout à fait différent. Je pouvais voir son sourire s'effriter à mesure qu'il prenait conscience de la transformation de notre humeur. Ses yeux passaient de l'un à l'autre, trahissant une nervosité nouvelle derrière la fierté initiale de son concoction. Par la fenêtre, j'aperçus Madame Martin se tenir près de sa clôture, vraisemblablement en train de se demander pourquoi nous restions immobiles dans notre cuisine. Le jour s'était éclairci malgré la pluie, et les gouttes sur la vitre formaient des motifs étranges sur nos visages, donnant à la scène un aspect presque surréaliste. Ce goût, poursuivit Émilie d'une voix qui se chargeait d'une pointe d'ironie bien connue des nombreux dîners de famille, il ressemble étrangement à celui du mélange spécial de maman, n'est-ce pas? Elle ne cherchait pas vraiment à obtenir une réponse. Son regard s'était fait perçant, rappelant celui de sa mère, ce même regard qui m'avait tant souvent fait sentir comme une étrangère lors de leur réunion familiale. Le visage de Jacques passa tour à tour par la confusion, la réalisation, puis une pointe de culpabilité. La pièce semblait se resserrer, chaque son devenant plus intense, le tic-tac de l'horloge, nos respirations superficielles, le cliquetis discret de la bague d'Émilie contre le verre qu'elle repoussait. « J'ai trouvé la recette », finit-il par avouer, sa voix à peine audible. Dans le vieux journal de maman. Je pensais que ce serait une belle manière de faire revivre un peu d'elle. Ces mots retentirent lourdement, chargés d'implication. Le journal de maman avait toujours été une source de discorde depuis son départ. Émilie en réclamait la propriété, tandis que Jacques le gardait discrètement en prétextant en avoir besoin pour se souvenir d'elle. La révélation me frappa comme une décharge. Les ingrédients étranges que j'avais observés plus tôt prenaient soudain un sens nouveau. Maman avait toujours été reconnue pour ses concoctions herbacées insolites, des remèdes et élixirs qu'elle clamait être des secrets de famille transmis de génération en génération. J'avais toujours soupçonné qu'il servait plus à asseoir son autorité sur nous qu'à soigner réellement. Le visage d'Émilie devint livide, faisant ressortir son maquillage minutieusement appliqué. « Ce journal était censé être à moi », dit-elle d'une voix tremblante. « Ces recettes devaient être mon héritage. Maman disait toujours que ce serait aux femmes de perpétuer nos traditions. » La pluie s'intensifiait dehors, reflétant la tension grandissante dans notre cuisine. Poivre réapparut, se blottissant sous le radiateur, les yeux fixés sur nous comme pour suivre un match de tennis. Le bruit des pneus sur le bitume mouillé s'insinuait depuis la rue, rappelant que la vie continuait au-delà de nos murs, inconsciente du drame familial qui se jouait à l'intérieur. « J'avais aussi le droit à ces recettes », répliqua Jacques d'un ton rare de défi. « Maman était ma mère aussi, Émilie. On ne peut pas tout revendiquer comme étant à soi. » Il s'approcha de la table, saisissant son verre de jus spécial encore intact. La lumière du matin le fit scintiller, et pendant un instant, le liquide parut émettre une lueur intérieure, à l'image des potions variées de maman autrefois. Je restai là, spectatrice impuissante de cette scène, oubliant momentanément ma petite trahison d'avoir échangé les verres, face à ce drame familial bien plus vaste. La véritable nature de ce breuvage devenait évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'un mélange extravagant d'ingrédients, mais d'un symbole des tensions enfouies et des rançures secrètes qui déchiraient notre famille depuis trop longtemps. Dehors, la pluie poursuivait son rythme régulier, dessinant la trame sonore de notre tableau familial. Madame Martin était finalement rentrée chez elle, sans doute persuadée que ce qui se passait dans notre cuisine n'était pas destiné au regard du public. Le jour s'était pleinement installé, mais la lumière paraissait désormais altérée, empreinte des révélations et des accusations muettes qui emplissaient notre modeste cuisine. La révélation du journal provoqua une explosion d'émotions longtemps refoulées. Émilie se leva si brusquement que sa chaise racla le sol en linoléum, un son qui me mit les nerfs en alerte. La pluie, devenue torrentielle typique de Lyon, martelait la vitre avec intensité, comme si la nature elle-même répondait à la tension qui régnait ici. « Comment oses-tu » La voix d'Émilie tremblait, mêlant colère et douleur. « Tu sais pertinemment que maman avait prévu ces recettes pour moi. Chaque dimanche après-midi, pendant des années, elle m'a enseigné l'art des herbes,
le moment exact pour les récolter, et la manière précise de préparer chaque mélange. Sa contenance habituellement impeccable se fissurait, laissant transparaître la souffrance sous-jacente. Pendant que tu jouais au foot avec tes amis, c'était moi qui restais, qui écoutais, qui prenais soin de nos traditions. Jacques resta ferme, bien que ses mains tremblassent légèrement en reposant son verre. Ce n'est pas juste, Émilie, tu le sais bien. Moi aussi j'ai eu ma manière de montrer mon affection. Maman comprenait cela. Il passa ses doigts dans ses cheveux, un geste qui me rappelait tant leur père. Je n'ai pas pris le journal pour te blesser. J'avais simplement besoin d'un souvenir d'elle. La lumière filtrant à travers les vitres embuées dessinait des ombres étranges sur nos visages, donnant à l'instant une dimension presque irréelle. Poivre, qui s'était installé en haut de son arbre à chat dans le coin, observait la scène, ses yeux jaunes élargis par l'attention. Même la rue habituellement animée semblait se taire, comme si le monde retenait son souffle. Je me retrouvais déchirée entre la défense de Jacques et la reconnaissance de la vérité dans les propos d'Émilie. Le poids de ma propre déloyauté, cet échange de vers pesait sur ma conscience, ajoutant une nouvelle couche à cette situation déjà complexe. « Tu n'as jamais respecté nos traditions », continua Émilie, ses mots tranchant dans l'air comme des lames. « Tu as épousé quelqu'un qui ne comprend pas notre mode de vie », dit-elle en me désignant du regard, « et maintenant tu massacres les recettes sacrées de maman. Ce breuvage n'a absolument rien de ce qu'il devrait être, tu l'as complètement gâché. » La simple évocation du goût fit tressaillir mon estomac. Je vis la réalisation s'insinuer peu à peu dans le regard d'Émilie. Elle baissa les yeux sur son verre, puis sur le mien, ses yeux se plissant sous un soupçon soudain. « Les vers, murmura-t-elle, la voix se faisant menaçante, ils ont été échangés, n'est-ce pas ?» L'accusation planait dans l'air comme une fumée. Jacques, interloqué, regardait les verres identiques sur la table. Le tic-tac de l'horloge résonnait avec insistance, chaque seconde accentuant la tension, alors qu'Émilie fixait mon regard avec une intensité déconcertante. Et Sophie, lança doucement Jacques, l'incrédulité dans la voix. « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Je pris une profonde inspiration, ressentant le poids de tant d'années de ressentiment. « Oui, avouai-je d'une voix plus assurée que je ne me sentais, j'ai échangé les verres. J'ai vu ce que tu préparais ce matin, Jacques. J'ai observé que tu suivais la recette de maman, je ne pouvais plus accepter d'être un cobaye dans ces traditions qui m'ont toujours exclu. » La confession sembla alourdir l'air ambiant. Le visage d'Émilie se déforma entre triomphe et dégoût, tandis que Jacques recula, comme si je venais de lui asséner une gifle. Dehors, le grondement d'un orage accompagna mes mots, nous faisant tous sursauter. « Tu vois, » répéta Émilie, sa voix saturée de satisfaction, « c'est exactement ce que je te disais, Jacques. Elle n'a jamais respecté les façons de notre famille. Elle a toujours sapé tout ce que nous représentons, depuis le jour où tu l'as ramenée. » Pour la première fois ce matin, elle se tourna hautement vers moi. « Et sais-tu ce que signifiait cette recette pour maman ? Toute l'histoire qui y était liée ? Bien sûr que non, tu n'as jamais voulu apprendre. » Je me levai lentement, sentant une étrange sérénité m'envahir. 8 ans à taire mes véritables sentiments, à m'efforcer de rentrer dans leur moule, à ignorer les critiques incessantes. Tout se résumait à cet instant. Et non, Émilie, je ne connais pas cette histoire. Comment aurais-je pu la connaître, alors que tu ne m'as jamais laissé en faire partie, dis-je d'un ton empreint de tristesse. À chaque fois que j'ai essayé d'apprendre, tu trouvais toujours une raison de me repousser. Mes paroles résonnèrent contre les murs qui avaient abrité tant de dîners de famille et de fêtes tendues. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, apportant une mélodie qui semblait accompagner notre confrontation. Par-delà la vitre embuée, le monde extérieur poursuivait sa course, des passants pressés sous leurs parapluies, des voitures éclaboussant l'eau sur le trottoir, indifférents au drame qui se jouait ici. Jacques, me tournai-je vers mon mari, dont le regard se faisait perdu et vulnérable, « Je t'aime. Mais les traditions de ta famille sont devenues des armes pour me marginaliser. Ce breuvage ce matin, ce n'était pas pour partager un moment spécial, c'était un test pour voir si j'étais digne de l'approbation de maman, même après son départ. » La sincérité de mes mots sembla frapper Jacques de plein fouet. Il s'effondra dans une chaise, le teint livide. « Je n'ai jamais voulu. » balbutia-t-il, incapable de terminer sa phrase. Émilie se rapprocha de lui,
sa posture protectrice prenant le dessus. « Ne tente pas de retourner la situation », m'exclama-t-elle avec véhémence. « C'est toi qui viens de prouver tout ce que je disais. » Échanger les verres ? Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est calculé, manipulateur. Maman en aurait été esséurée. « Ta mère, répliquai-je, ma voix vacillante mais se raffermissant peu à peu, était-elle aussi manipulatrice. Toutes ces recettes spéciales, ces traditions secrètes, étaient autant de moyens de contrôler les gens, de maintenir tout le monde dans le rang. Et toi, Émilie, tu as embrassé ce rôle avec un zèle effrayant. La cuisine se mua en un silence lourd, ponctué seulement par le bruit de la pluie et le lointain grondement du tonnerre. Jacques oscillait entre sa sœur et moi, son visage un champ de bataille où se mêlaient loyauté contradictoire. Poivre poussa un miaulement sourd, accentuant la tension ambiante. « Comment oses-tu parler ainsi de maman ?» murmura Émilie, sa voix à peine audible, mais portant le poids d'années de ressentiment. « Tu ne sais rien d'elle, ni de nous, ni de ce que signifie réellement faire partie d'une famille unie par de vraies traditions. Moi, je sais ce que signifie appartenir à une famille qui accepte chacun tel qu'il est, répondis-je, pensant à mes parents de Toulouse, à leur simplicité et à leur amour inconditionnel. Une famille où les traditions rassemblent au lieu de diviser. Jacques finit par trouver la force de parler, bien que sa voix trahissait la tension. Je voulais simplement, je pensais qu'en reproduisant la recette de maman, tout redeviendrait normal. Comme avant qu'elle. Il s'interrompit, le non-dit pesant lourdement sur nous tous avant sa mort, avant que notre équilibre ne se désagrège. La lumière du matin avait changé pendant notre dispute, le ciel assombri annonçant la fin d'un orage intérieur. La cuisine, habituellement ma pièce favorite avec ses murs jaunes vifs et ses souvenirs de jours heureux, s'était transformée en une sorte de tribunal où se déversaient des rancœurs longtemps contenues. « Et normal », rétorquai-je, une vague de compassion pour Jacques mêlée à ma colère. « Jacques, mon amour, rien dans cette famille n'a jamais été normal. Nous jouons tous des rôles dans une pièce mise en scène par ta mère, et maintenant, sans elle, personne ne connaît plus ses répliques. » Émilie laissa échapper un son mi-rire, mi-sanglot. « Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ? Ces rôles, comme tu les appelles, constituent notre héritage, notre identité. Maman a conservé l'histoire de notre famille à travers ses traditions, ses recettes. Elle m'avait confié la mission de les perpétuer, et maintenant ? » Elle désigna d'un geste désabusé les verres sur la table, ainsi que le journal visible derrière la porte de la cuisine, là où Jacques l'avait laissé sur la table basse du salon. Le poids des émotions qui s'amoncela dans la pièce était presque suffocant. Des années de politesse soigneusement feinte s'étaient effondrées, nous exposant tous dans notre vulnérabilité. La pluie avait commencé à faiblir, laissant entrevoir quelques éclaircies dans le ciel, mais l'atmosphère dans notre modeste cuisine restait chargée d'un malaise persistant. Je regardais les photos de famille accrochées au mur Jacques et Émilie enfants, maman président divers repas de Noël, des photos de mariage où mon sourire paraissait légèrement crispé, des réunions familiales où je semblais toujours en marge. Chaque image racontait une histoire d'effort pour être intégrée et d'exclusion subtile, de tradition perpétuée au détriment de la véritable connexion. Peut-être, dis-je finalement d'une voix plus douce, est-il temps de créer de nouvelles traditions. Des traditions que nous inventerions ensemble, pour nous rapprocher plutôt que pour nous éloigner. Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus, elles ne font que causer de la douleur. Le silence qui suivit mes paroles était différent de celui qui régnait quelques instants plus tôt, il était chargé de possibilités et de craintes, de résistance mais aussi d'un mince espoir. Jacques leva les yeux vers moi, puis vers sa sœur, son visage marquant les premiers signes d'une compréhension nouvelle. « Elle a raison, Émilie », murmura-t-il. « Maman est partie, et s'accrocher à ses vieilles habitudes nous détruit. Peut-être est-il temps de laisser place au changement. » Le visage d'Émilie affichait une palette complexe d'émotions: colère, peur, chagrin, et peut-être, un brin de compréhension. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa, laissant transparaître, le temps d'un instant, la sœur vulnérable derrière sa façade impérieuse. Le bruit des portières claquant à l'extérieur vint interrompre ce moment. Nos voisins, les Richard, se préparaient pour leur déjeuner dominical, et les rires de leurs enfants filtraient à travers la fenêtre, rappelant que la vie continuait au-delà de notre drame familial. Une fois la tempête émotionnelle apaisée,
un silence précaire s'installa dans la cuisine. La pluie s'était arrêtée, et de faibles rayons de soleil perçaient à travers les nuages, caressant notre vieille table en bois. Les 3 verres restaient là, témoins muets du bouleversement familial. Émilie s'était rassise, sa posture impeccable désormais affaissée, tandis que Jacques, appuyé contre la fenêtre, observait les gouttes tracées des motifs sur le verre. « J'ai besoin d'un thé », dis-je enfin, brisant le silence lourd. C'était une réaction typiquement française face à l'émotion, ce qui me fit presque sourire. Sans attendre de réponse, je remplis la bouilloire et sortis 3 tasses, non pas celles sophistiquées qu'Émilie nous avait offertes le Noël dernier, mais celles dépareillées que nous utilisions tous les jours. La routine familière du thé apportait à mes mains une distraction pendant que mon esprit digérait le tumulte de la matinée. L'horloge de la cuisine indiquait à peine midi, bien que l'on eût l'impression que des jours s'étaient écoulés depuis la présentation du jus spécial. Par la fenêtre, j'apercevais Madame Martin dans son jardin, profitant d'une accalmie de la pluie pour admirer ses roses. Sa sérénité était rassurante, rappelant que, malgré nos drames, le monde continuait de tourner. « Maman aurait détesté tout cela », dit doucement Émilie en acceptant la tasse de thé que je lui tendais. Ces mots pouvaient être une nouvelle accusation, mais cette fois son ton était plus introspectif qu'affecté. Elle disait toujours qu'une famille devait apparaître unie au monde. Peut-être est-ce justement là le problème, répliqua Jacques en prenant sa propre tasse, y ajoutant 3 sucres comme il l'avait toujours fait depuis sa tendre enfance, malgré les remarques répétées d'Émilie sur sa dentition. Nous étions trop occupés à paraître unis pour parler réellement de ce qui comptait. Je m'installa dans mon fauteuil, serrant ma tasse de thé pour en ressentir la chaleur qui se diffusait dans mes doigts. Poivre, enfin descendu de son perchoir, se faufilait entre nos jambes, comme s'il pressentait que le pire était passé. Les événements de ce matin paraissaient à la fois lointains et immédiats, tel un rêve dont on n'est pas sûr d'avoir complètement émergé. « Tu sais, commençai-je avec précaution, quand j'ai rencontré ta mère pour la première fois, elle m'a parlé d'une tradition familiale. Chaque nouvelle épouse devait prouver sa valeur en apprenant toutes les anciennes recettes et coutumes. » Je fis une pause, savourant une gorgée de thé. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'était que certaines de ces recettes resteraient à jamais inaccessibles, que certaines traditions demeureraient hors de portée. Émilie baissa les yeux sur son thé, traçant du bout des doigts le rebord de sa tasse. Elle avait fait de même avec la femme de Michel, avant qu'il ne s'installe en Australie, admit-elle à voix basse. J'ai toujours cru que c'était une manière de préserver quelque chose d'unique pour notre famille. Mais peut-être que c'était davantage une question de contrôle que de préservation. Cette confession sembla lui coûter cher, mais elle allégea également un poids sur ses épaules. Jacques quitta la fenêtre pour se joindre à nous, complétant ainsi le cercle autour de la table. Dehors, la vie dominicale suivait son cours, des cloches d'église résonnaient au loin, l'odeur des rôtis s'échappait des maisons voisines, et les rires d'enfants se mêlaient aux conversations dans le parc de la rue. J'ai trouvé autre chose dans le journal de maman, déclara soudain Jacques, se levant pour aller le chercher dans le salon. Lorsqu'il revint, il ouvrit le journal à une page marquée d'un ruban fané. Ce n'est pas une recette, c'est plutôt « lisez par vous-même ». Il déposa le journal au centre de la table. L'écriture élégante, bien que moins rassurée qu'à l'époque, était indubitablement celle de maman, écrite probablement dans ses derniers jours. La date inscrite remontait à 2 semaines seulement avant son départ. Un silence, cette fois empreint de réflexion, s'installa. Par la fenêtre, le soleil perçait enfin complètement les nuages, dessinant un arc-en-ciel au-dessus de notre petit jardin. Un signe, peut-être, bien que son sens m'échappe encore. Elle ne m'avait jamais montré cela, murmura Émilie, hésitante, caressant presque du doigt les mots comme pour ne pas les effacer. Tous ces dimanches à apprendre les recettes, ces leçons sur nos traditions, pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Peut-être cherchait-elle la bonne manière de nous guider, suggéra Jacques. Tu sais comment était maman, elle n'aimait jamais admettre qu'elle changeait d'avis. Je repensais à mes propres traditions familiales, les déjeuners dominicaux simples, les anniversaires où chacun apportait le plat de son choix, ces matins de Noël où nous portions des pyjamas absurdes sans nous soucier des apparences. Elles n'étaient ni élaborées ni secrètes, mais elles étaient sincères et inclusives. Et si, proposai-je doucement, nous instaurions de nouvelles traditions? Pas pour remplacer totalement les anciennes, mais pour les compléter, pour créer ensemble quelque chose qui nous rapproche. Je regardai tour à tour Émilie puis Jacques.
Pourquoi ne pas commencer par des repas dominicaux, simples, où chacun apporte un plat? Émilie resta silencieuse un moment, puis dit, le journal de maman, il n'a pas à être l'apanage de l'un ou de l'autre. Nous pourrions le partager. Peut-être pourrions-nous essayer de préparer les recettes ensemble, tous ensemble? Elle me jeta un regard, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je n'y vis ni jugement, mais une offre timide de rapprochement. Jacques prit alors ma main, puis celle d'Émilie. J'aimerais ça, déclara-t-il simplement. Et pourquoi ne pas créer, en parallèle, notre propre livre de recettes, avec de nouvelles traditions, de nouveaux souvenirs? L'idée s'installa, portée par la chaleur de l'après-midi qui inondait désormais notre cuisine. Nous passâmes les heures suivantes à discuter de souvenirs douloureux et précieux, d'espoir pour l'avenir, et de moyens d'honorer le passé tout en créant quelque chose de nouveau. Émilie partagea des histoires sur maman que je n'avais jamais entendues, non pas comme des paraboles parfaites, mais comme de vrais moments d'humanité, avec ses erreurs et ses regrets. Au fil de l'après-midi, nous nous retrouvâmes naturellement autour du comptoir de la cuisine. Émilie me montra comment doser correctement les herbes pour le thé préféré de maman, tout en acceptant ma proposition d'y ajouter de la menthe fraîche de notre jardin. Jacques retenta son jus spécial, cette fois en acceptant les suggestions et ajustements d'Émilie et de moi-même. Le résultat n'était pas parfait, mais il nous appartenait une création née de traditions anciennes et de nouvelles inspirations. Aujourd'hui, des mois plus tard, je vois clairement que ce jour fut un tournant décisif. Les 3 verres trônent toujours sur notre étagère non pas comme de vieux héritages ou des symboles de traditions figées, mais comme le rappel du jour où nous avons commencé à guérir. Émilie continue de nous rejoindre chaque dimanche, mais désormais elle apporte ses nouvelles recettes, non plus uniquement celles qu'elle voulait préserver. Jacques a entamé l'écriture de ses propres ajouts dans le journal de maman, consignant non seulement des recettes, mais aussi des histoires et des souvenirs, créant ainsi un document vivant de l'évolution de notre famille. L'horloge grand-père du couloir marque toujours le temps, mais ses sonneries ne résonnent plus comme des jugements. Elles nous rappellent plutôt que le temps avance, que le changement est inévitable et même nécessaire, et que les familles les plus fortes sont celles qui grandissent et s'adaptent ensemble. La semaine dernière, Émilie amena son nouveau petit ami au dîner dominical. Alors que nous partagions des plats mêlant recettes anciennes et créations modernes, je vis son sourire s'illuminer lorsqu'il proposa d'ajouter sa touche en y incorporant le secret d'un gratin dauphinois même si, bien entendu, nous n'étions pas tous d'accord sur ce que « la bonne façon » signifiait réellement. Aujourd'hui, la fenêtre de notre cuisine donne encore sur la même rue lyonnaise, avec son cortège habituel de voisins et ses changements de saison. Mais la vue depuis l'intérieur a radicalement changé. Là où je voyais jadis des barrières et des traditions qui excluaient, j'aperçois désormais des opportunités de rapprochement et d'évolution. La pluie tombe toujours, comme à Lyon, mais elle évoque maintenant le renouveau plutôt que la mélancolie. Madame Martin continue de surveiller notre cuisine depuis son jardin, mais ces jours-ci, elle nous voit plus souvent rire ensemble en expérimentant de nouvelles recettes, ou enseigner à notre nouveau compagnon la bonne manière de préparer un gratin dauphinois même si, bien entendu, nous n'avons jamais trouvé d'accord sur ce que signifiait « la bonne manière ». Les carillons que Jacques avait accrochés l'été dernier tintent toujours sous la brise, leur son se transformant en une mélodie porteuse de changement et de possibilités plutôt qu'en un sinistre présage de tempête à venir.